Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Pendant que le Bénin traverse une situation conflictuelle post-électorale où on dénombre déjà des morts pendant qu'on tire à balles réelles sur des manifestants dans la capitale économique de notre pays, à l'université d'Abomey-Calavi, c'est à un autre désastre qu'on assiste dans ce milieu du savoir. On apprend la mort de certaines valeurs morales dans les rangs de ceux qui sont censés l'enseigner. En effet, dans une correspondance du recteur au chef département et aux enseignants, Massim Dacruz a demandé que ses collègues cessent de transformer les bureaux en chambres et en chambres de passage ou en auberge. Je vous donne rapidement lecture donc de cette correspondance avant de donner la parole aux débatteurs. Je lis ceci, le recteur à mesdames et messieurs les chefs d'établissement à l'attention des enseignants, Université d'Abomey-Calavi bien entendu. Objet, utilisation des bureaux de la doctrine à d'autres fins. Il m'est revenu que certains enseignants occupant les bureaux de la doctrine y passant la nuit, transformant parfois les dits bureaux en auberges. Je rappelle que le bureau est un lieu de travail qui ne saurait être transformé en dortoir ou utilisé à d'autres fins. Je demande donc aux collègues concernés de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas le corps enseignant. Je vous informe que les enseignants qui persisteront dans cette pratique ou dans ces pratiques se verront dépossédés de leur bureau. J'attache du prix au respect strict de la présente prescription. Professeur Massim Dacruz. Alors, Khalilatou Draman, déjà, est-ce que vous avez connaissance d'une telle pratique dans les rangs de nos universitaires? Merci à vous, Ulrich Atiendéou. Moi, déjà, je voudrais dire enfin. Enfin, parce que je ne sais pas si c'est maintenant que le recteur a connaissance ou que c'est parce que ça devient et ça évolue de mal en pire qu'il a senti la nécessité de faire passer ce message-là à ses collègues pour les interpeller. Mais je pense que c'est une situation pour toutes les personnes qui ont mis pied à l'université ou qui ont eu un parent voilà, qui a été à l'université. C'est une situation dont on a connaissance. Les enseignants qui harcèlent à la limite leurs apprenants, filles, des enseignants qui utilisent leur bureau parce que peut-être on est fatigué, que les étudiantes fassent les allées et venues chez soi. Donc c'est une situation dont on a connaissance, même si parfois on n'a pas été victime. On a eu des personnes ou des camarades d'amphi qui ont été victimes de ça. Et aujourd'hui, je peux dire enfin parce que, même si ce n'est qu'un début, on espère que ce début-là pourra changer quelque chose. Khalilatou Draman, nous parlons des bureaux. Le professeur vient à l'université et déjà dans son bureau, lieu de travail, il appelle ses étudiantes et puis bon voilà, il se sert donc de ce bureau pour des fins inavouées. Vous avez dit étudiante et nous sommes d'accord qu'à l'université, la pratique de harcèlement, on dira que parfois c'est des deux côtés, autant les étudiantes filles harcèlent les enseignants que les enseignants. Mais ici, quand on parle d'harcèlement, c'est beaucoup plus une personne qui a pouvoir sur une autre. Et là, ça se pratique beaucoup plus dans le cas des enseignants. Que ce soit à la maison, il faut un lieu pour pouvoir exécuter le but du harcèlement, c'est-à-dire coucher avec l'étudiante. Et donc, si l'enseignant prend son bureau à profit pour le faire et que le recteur constate, ben, on ne peut que saluer l'initiative. Mais je dis c'est possible puisque les enseignants harcèlent les étudiantes filles, qu'ils couchent avec les étudiantes filles. Et si ça arrive, ça peut être dans un auberge. Vous des mots forts là. Hein? Attendez. Des mots qui pourraient choquer, désensibiliser. Des sensibilités. Voilà. Oui, mais quand on parle d'une réalité, il faut utiliser les mots forts pour pouvoir toucher. Je crois qu'ici, au-delà d'avoir un témoignage de personnes, de filles qui aient vécu la situation, je pense que c'est quelque chose dont on a tous conscience, puisque je l'ai dit, on a eu un parent qui a été à l'université. J'ai été étudiante à l'université de Parakou, donc je sais de quoi je parle. Et je pense que les mots utilisés ici ne sont pas encore aussi forts au regard de ce qui se passe dans nos universités. C'est ça. Gabi Azoma, on a souvent entendu parler des cabines à l'université, les cabines, les dortoirs des étudiants qui sont
quelquefois ou souvent transformés en auberge ou je sais pas trop, en chambre de passage. Et on a également appris que même dans les gazons, les nuits, que bon, d'autres l'utilisent à d'autres fins, mais jamais les professeurs dans les bureaux à l'université, que la pratique également a le droit de citer. Oui, il faut rappeler déjà que les bureaux de la doctrine ont été construits justement pour permettre aux enseignants de pouvoir se retirer et mettre de l'ordre dans leurs idées toutes les fois qu'ils ne sont pas au contact des étudiants, parce que par le passé il n'y avait pas de bureaux pour les études, pour les enseignants. Il n'y avait que les responsables qui avaient le bureau à l'université. Donc sous l'impulsion du recteur Saint-Saint, on a construit des bureaux donc pour les enseignants. C'est dans le bâtiment La Doctrine, comme vous l'avez souligné là. Et donc ces enseignants donc pouvaient utiliser ces bureaux pour pouvoir quand même essayer d'avoir du calme et travailler. Maintenant ces bureaux sont détournés à d'autres fins. C'est le constat qui est fait et qui amène le recteur à prendre une décision comme ce que vous avez lu tout à l'heure. Je pense que c'est dégradant de savoir que des enseignants puissent transformer donc leur bureau en des auberges comme c'est dit là et renforcer justement l'idée du harcèlement sexuel qu'il y a à l'université et qui est combattu. Oui, les cabines, c'est ce à quoi cela sert, et les aînés, les enseignants ont dénoncé la chose. C'est pas sûr à quoi ça sert. C'est le constat qui est fait à l'université à chaque fois que les cabines sont transformées en des auberges, et donc désormais les enseignants qui ont également dénoncé cette pratique, ça donne à la chose. Et je pense que ça, moralement, ce n'est pas intéressant de l'entendre de cette manière, parce que l'enseignant, c'est d'abord quand même un éducateur. Et donc, un éducateur ne peut pas transformer son lieu de travail en ce qu'on nous apprend là, parce que il y a quand même d'autres milieux où on peut se retirer pour aller faire ce genre de situations, pour aller faire ce genre de choses qui ne sont pas recommandées sur son lieu de travail. On suppose un instant que vous êtes ici à Soleil FM et que vous, sur Riche, vous décidez pendant que vous... Encore que je suppose que ce genre de choses ne sont pas conseillées entre enseignants et ses étudiantes. Mon studio est sacré, hein, Gabriel Azoman. Et donc là, ça ne se comprendra pas qu'on dise un jour qu'un journaliste de Soleil FM quand même essaye donc de passer sa nuit ici et fasse des trucs de cette manière-là. Avec des auditrices. Ce n'est pas normal, et donc je pense que les enseignants de l'université... Aucune auditrice n'acceptera ça. Ils sont en train de dégrader quelque peu l'image de leur corporation en s'adonnant à ces genres de pratiques, et je pense que le recteur fait bien quand même, parce que certainement il y a beaucoup de recoupements, beaucoup d'informations qui ne sont pas venues et qui donc l'amènent forcément à vérifier et à prendre la décision de rappeler ses collègues à l'ordre. Je pense que c'est déjà l'essentiel. Il est important qu'on puisse quand même attirer l'attention sur la chose. Écoutez, Halela, tout à l'heure, on a l'impression que la chose ne date pas d'aujourd'hui. Vous confirmez? Non, je pense qu'on a parlé des bureaux de la doctrine, c'est-à-dire oui. Parce que ces bureaux n'existaient pas par le passé. Je ne sais pas si les enseignants ou les doyens... Mais entre-temps, il y avait les départements, il y avait le bureau de chaque département. Je ne sais pas si on avait aussi à l'époque dénoncé la chose. Je ne sais pas si déjà dans ces bureaux, cette pratique existait. Mais ça s'est prononcé justement avec l'avènement des bureaux de la doctrine. Parce que là, il y a plusieurs dizaines de bureaux. Et les enseignants, donc chaque enseignant a un bureau pour pouvoir faire son travail. Mais désormais, on insiste sur le fait que oui, ces bureaux sont transformés en auberges. Et là, ça veut dire que ça atteint une certaine proportion, de sorte que désormais, on est obligé donc de faire paraître cela donc, sur la place publique et que cela nous parvienne. C'est ça. Il y a un fofo qui pourra nous dire, puisqu'il est entré à l'université avant nous, il pourra nous dire si entre-temps la pratique existait, Gilles Awansé. Oh, c'est aussi vieux que eh bien, l'autre métier qu'on exerce à Dionké. Vous savez, partout où il y a des hommes et des femmes ensemble, ça a toujours été la même chose. Vous parlez tantôt de la radio. Vous ne savez pas des histoires qui naissent à la radio et qui finissent ailleurs, dans une chambre de passage ou peut-être voilà, dans l'intimité, dans un hôtel, etc., etc. Vous ne pouvez jamais savoir. Parfois, ça ne se dévoile même pas. Vous pouvez ne jamais soupçonner. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Le reste, vous savez, il faut qu'on cesse de faire l'hypocrisie. Vous voyez souvent, sur les histoires de sexe, il a toujours de l'hypocrisie. Il a toujours de donner des leçons. Alors que tout le monde se situe là-dedans. Mais oui, souriez, mais chacun a son jardin, comment on appelle oui, jardin secret. Et c'est quand le jardin de quelqu'un est ouvert, qu'on met ça sur la table publique. Bon. Mais ça a toujours été une tentative naturelle de mon point de vue. Mais quand on parle des enseignants de l'université
dans des salles. Je suis... Oui. Le bon sens voudrait que ça se passe dans les bureaux. C'est là la question, non, parce que si vous avez bien lu la lettre tout à fait. du recteur, oui. Il n'a jamais parlé de ce dont vous parlez. Si vous avez bien fait attention, il a dit ne transformez pas ces bureaux-là en dortoir. Il n'a pas dit n'allez pas dormir là avec vos étudiantes. Il n'a jamais dit ça. Le recteur a été simplement prudent. Bon, si vous voulez, je suis d'accord avec vous. Il est prudent, il est diplomatique. Voilà. Le recteur, moi c'est mon professeur par ailleurs, vous avez dit que j'ai quelques années de... Oui, je l'ai eu d'abord en sociologie. Et je connais ce qu'il disait de ces pratiques, je sais ce qu'il disait de ces petites filles. Alors il a dit qu'il y en a qui provoquent. Voilà. Après, je l'ai eu près de 10 ans après, en journalisme à l'ENAM, je sais ce qu'il disait. Vous voyez? Non pas qu'il est sur la même longueur d'onde que ceux qu'il dénonce, que ce qu'il dénonce. Mais bon, voilà. Donc, ça a toujours été d'abord naturel. Après, les responsabilités, il faut les situer. Oui, un enseignant qui est en principe a une autorité, une certaine autorité, un certain pouvoir sur son enseignante, sur son étudiante. On peut supposer que c'est à cause de cette position, c'est cette position-là qu'il a utilisée pour soumettre l'étudiante. Vous voyez? Mais après, si vous avez bien lu son courrier, il n'est même pas encore en train d'attaquer, n'est-ce pas, les relations entre enseignants et étudiants. Des relations qui ont toujours existé. Voilà. Il est en train plutôt de déclarer la guerre, si on peut dire ainsi. À ceux qui utilisent les salles. Oui, cette désacralisation-là, des bureaux de la doctrine. Voilà. Mais parlons déjà de l'ampleur de la situation. Si le recteur arrive à prendre ou à sortir un décret par rapport à ça, c'est dire que ce n'est quand même pas une seule personne, c'est pas deux. C'est dire que la situation... C'est clair que ce n'est pas une seule personne. Nous avons tous été étudiants ici. Nous savons que les moyennes sexuellement transmissibles, beaucoup d'artistes l'ont chanté. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement au temps du recteur Maxime Darcruz. Ça a toujours existé. Je ne l'encourage pas, je ne le défends pas non plus. Je ne vais pas punir comme l'ange de l'enfer punirait, n'est-ce pas, ceux qui vont venir séjourner en enfer. Parce que, je dis encore une fois, c'est une faiblesse dont Dieu nous a tous dotés. Mais je pense que ça ne devrait pas se justifier. Non, c'est comme dirait Adjahoui. Tout le monde est voyou. Enfin, du moins, tout le monde est gâté, dit-il dans sa chanson. Donc, c'est quand quelqu'un est un peu plus gâté que l'autre qu'on parle de voyou. Voilà. Donc, c'est le défaut de discipline sexuelle qui est ici condamné. Bon, que vous ayez une histoire avec votre étudiante, c'est pas recommandable. Mais il y a des histoires qui commencent et finissent dans des foyers. Il y a des professeurs qui se marient à leurs étudiants, moi j'en connais, qui font une vie normale de couple, n'est-ce pas? Seulement, c'est un problème pour la société que le professeur ait comme activité, on en connaissait, qui avait pour spécialité, n'est-ce pas, de dégainer, n'est-ce pas, sur les étudiantes. Non seulement de dégainer, mais de faire du chantage souvent. Parce que tout le monde non plus, toutes les étudiants non plus, n'enlèvent pas leur jupe pour leur professeur. C'est ça. Voilà, donc, quand vous n'y passez pas, vous avez toutes les histoires du monde, parfois même vous ne finissez même pas. C'est ça. Et c'est pareil, les étudiants aussi peuvent payer parce que je peux être ami à Lilat et ça s'arrête là, mais parce que le professeur dont je viens nous voir ensemble, il cherche à Lilat tout, il ne l'a pas, bon, il va peut-être penser que c'est moi son rival, c'est moi qui l'empêche. Et voilà. Il vous sort de la filière ou du département simplement pour donc s'occuper de sa proie. Alors, Halilatou Draman, ce qui est déploré ici, c'est l'utilisation des bureaux ou bureaux de la doctrine pour ces faits inavoués.
Mais est-ce que les professeurs, nous parlons de professeurs d'université, qu'est-ce qui peut pousser un professeur à demander à son étudiante ou à ses apprenants donc de venir pour faire quelque chose du genre dans ces bureaux-là, lorsqu'on sait tout au moins que les sommes de passage, peut-être je ne sais combien, mais le professeur a quand même les moyens pour aller ailleurs, pour à l'hôtel. Bon, d'accord. Vous voulez savoir ce qui peut pousser un professeur à commettre un attentat contre l'éducation? Parce que je suppose, je qualifie ça d'attentat contre l'éducation parce que quand nos parents nous envoient à l'école, c'est parce qu'ils ont confiance en ceux qui sont nos professeurs, qui sont censés nous donner l'éducation ou le savoir qu'on est allé chercher à l'université. Et je suppose que ces professeurs-là, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, sont des êtres humains qui auront des enfants. Et qui, dans la situation, je me demande s'ils réfléchissent et se demandent, et si mon enfant était à l'université et que j'ai un collègue qui harcèle l'enfant, parce que peut-être l'enfant, déjà, on ne réfléchit pas à tous les efforts en tant que femme dans notre société qu'on fait pour être à ce niveau-là. Et puis, on passe son temps à harceler les enseignants. Moi, c'est comme Virgile le dit, les hommes, vous m'excusez, encore moins nos enseignants qui sont tout le temps en contact de jeunes filles belles ou vilaines ou quoi, n'arrivent pas à se contrôler. D'abord, et ça, je pense que c'est un manque de respect pour soi-même. Parce que quand on se respecte, la personne qu'on vous a envoyée, que vous êtes censé éduquer, c'est que éduquer, c'est mettre sur la bonne voie. Mais qu'est-ce que venir chercher de l'éducation et me demander de venir passer chercher quelque chose dans votre bureau au point de m'exiger? Est-ce que vous savez qu'il y a des enseignants qui exigent qu'on couche avec eux et même parfois des filles sont enceintes et on les oblige à coucher? Mais attendez, si vous savez ce qui se passe dans les universités, je garde mon souffle parce que... non, j'ai pensé encore parce que... C'est ahurissant, vous entendez vos collègues vous appeler pour vous dire qu'elles ne peuvent pas soutenir. Elles sont enceintes et l'enseignant les oblige à coucher. Et on leur dit, je suis enceinte, monsieur le professeur. Monsieur le professeur dit, je veux coucher, tu me plais. C'est ce qui est entre tes jambes. Mais attendez, si monsieur le professeur le fait tout le temps, si monsieur le professeur le fait tout le temps chez lui, et qu'il se dit, ah, dans mon quartier, on va se dire, ah oui, les filles viennent ici de trop, j'ai une famille, il faut que je garde mon image vis-à-vis des autres, même si vis-à-vis de ses apprenantes, ça ne lui dit rien. Qu'il est fatigué peut-être de payer l'argent d'hôtel ou d'auberge, si vous voulez. Mais attendez, un bureau, il y a quelque part, il faut se reposer. Mais si ça peut permettre, je ne sais pas que je l'encourage, je suppose qu'ils se disent, ah oui, c'est un cadre. La chose. Exactement, je suppose qu'ils se disent, c'est un cadre qui peut me permettre de satisfaire encore que ces enseignants-là. Je rappelle, hein, je n'ai pas été dans le cas, pas pour me dédommager, mais j'imagine que pour eux, ce n'est pas un acte sexuel, ce n'est pas comme on le conçoit, comme un partage entre deux personnes qui peut prendre du temps. Pour eux, c'est prendre leur plaisir, ça peut dépendre, quelle que soit la position, la finalité, c'est d'avoir leur plaisir. Donc, je suppose que, quelles que soient les conditions réunies dans le bureau, ça peut leur permettre de le faire. Et tant que ça peut leur permettre de le faire, que ça peut leur permettre de gagner du temps, parce que le professeur est en train de se reposer, peut-être à demander à l'étudiant de passer, qu'on lui explique quelque chose. Donc pour nous tous, notre camarade est allé prendre des explications qui peuvent prendre 30-15 minutes. Et donc, dans 15 minutes, 30 minutes, monsieur se satisfait, pense à autre chose et commence à réfléchir à la seconde étudiante qu'il faut se taper. Donc, c'est comme ça ça se passe, je suppose. C'est comme ça se passe. Même si vous le pensez, j'ai été étudiante à l'université et j'ai été harcelée, même si chez moi, c'était encore mieux. Donc, on peut le penser, je ne peux pas refuser aux gens de penser quoi que ce soit. J'ai été étudiante et j'ai été harcelée, mais peut-être pas au point où j'entends les autres dire « je suis enceinte et le professeur m'oblige de coucher malgré qu'il sache que je suis enceinte ». En plus, il n'a aucun mal à dire oui à un professeur. Si c'est libre, voilà, si elle est consentante, je crois que... Je pense qu'il n'y a pas... Quand il y a de relations consentantes, c'est que l'enseignant s'est engagé à sortir avec une seule étudiante. Mais ce dont on parle ici, c'est de multiplier les étudiantes, qu'elles ne soient pas d'accord et qu'on les oblige à aller au sexe. En plus, dans un lieu sacré d'éducation, qui est censé être l'université, les doctrines, où ils sont censés se reposer, retrouver leurs idées, parce que
on sait que l'amphithéâtre, c'est parfois 500, 1000 étudiants ou plus. Et donc, l'enseignant qui, au lieu d'aller se reposer, bon, peut-être que prendre du plaisir lui permet de prendre de l'énergie. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre son plaisir à l'université. Qui explique bien les choses. Hein, ça participe de la récupération. Il faut... Bon. D'accord, c'est de la récupération. Alors, Gabin Azoman, je demandais tout à l'heure, pourquoi les bureaux? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, même si on ne condamne pas encore l'acte, est-ce que le cadre est approprié? Pourquoi le bureau? Pourquoi pas ailleurs? Oui, je pense que pour rien au monde, on ne peut être enseignant et transformer son bureau en un auberge et satisfaire sa libido là. Parce que c'est vrai, lorsque vous êtes dans un milieu où il y a des hommes et des femmes, le besoin peut se faire sentir, mais si ce n'est pas sous fond de harcèlement, cela ne suffit pas pour qu'on puisse prendre son bureau pour le faire. Parce que dans le rang de ceux qui ont eu des bureaux en tant qu'enseignants, il y en aurait qui ne vont jamais le faire dans leur bureau par principe. Et donc si ceux-là ne le font pas et que d'autres se permettent de le faire, ils vont se sentir choqués, vexés dans leur amour propre, parce que rien qu'à lire un communiqué comme une décision comme celle-là, ils vont dire, mais écoutez, pourquoi des nôtres se donnent à ça et que notre coopération est salie, ça pose un problème. Donc là-dessus, moi je pense que c'est quand même une question de principe de moralité, parce que le bureau reste le bureau. On peut travailler dans son bureau et peut-être être obligé à passer la nuit là parce qu'on réalise qu'on n'a plus la possibilité de sortir pour sa sécurité et de rentrer, mais on ne peut pas, si on dort là 1, 2 fois, 3 fois, on ne peut pas l'ériger en règle et maintenant le transformer en ce qu'on dénonce là, parce que en chambre de passe. Ce n'est pas normal, parce que au-delà de tout, le milieu universitaire, c'est un milieu éducatif où on apprend les bonnes conduites, et les enseignants sont appelés donc à montrer également ce chemin aux étudiants, même si ils sont appelés à les former, à leur donner des connaissances. C'est aussi un milieu où on apprend à l'étudiant à avoir des comportements qui sont admis dans la société. Et donc, apprendre à l'étudiant que désormais, lorsqu'il finit et qu'il est engagé quelque part, il est dans son bureau, il peut quand même essayer de passer la nuit dans son bureau et faire cela. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'il va falloir que les enseignants puissent quand même essayer de se raviser, ceux qui le font notamment, parce que ce n'est pas tout le monde. Hein. Voilà, justement, pas accuser tous les enseignants. Il faut effectivement pas accuser tout le monde. Et là, justement, j'aimerais quand même vous demander, puisque vous avez été tout au moins un correspondant de Soleil FM à l'université pendant plusieurs années, dites-nous, qui sont ceux-là? Est-ce que c'est les enseignants les plus jeunes, ou c'est-à-dire ceux qui ont peut-être le 2A, les professeurs assistants, ou la chose est peut-être comme dirait l'artiste Danialo, Sabouan Danialo, est-ce que c'est les professeurs de moins de 40 ans? Non, on ne peut pas sortir du néant et identifier justement les professeurs qui s'adonnent à cette pratique-là. On ne peut pas tabler sur la jeunesse d'un professeur pour dire voilà, parce qu'il est jeune, c'est lui qui le fait. Voyez-vous, il peut être jeune et le fait, tout comme il peut être très ancien et le fait également. Et donc, moi, je ne sais vraiment pas quelle catégorie d'enseignants ça donne à la pratique. Encore que quand j'étais à l'université, c'est vrai, les bureaux de la doctrine ont été aménagés il n'y a pas aussi longtemps que ça. Donc, jusqu'à ce que je ne quitte l'université, je n'ai pas eu vent de cette pratique où des enseignants qui sont logés dans les bureaux de la doctrine le faisaient. Sinon, déjà, le recteur Saint-Saint allait déjà quand même, le connaissant lui, avec sa rigueur, il allait depuis sortir une décision pour l'interdire. Donc, ça suppose que dans ces bureaux, ça ne se faisait pas et que c'est une pratique qui est née tout récemment et qui amène le recteur actuel à pouvoir taper du poing sur la table. Et moi, je pense que c'est normal de le faire parce que le milieu universitaire reste un milieu où on apprend les meilleures pratiques. Et donc, si dans les cabines, les étudiants et les étudiantes le font et qu'on dénonce, il va falloir que les enseignants qui ont toujours justement donné la leçon puissent quand même essayer de respecter ces leçons-là et de ne pas le faire également. Alors, Vigile avancé, je me demande comment développer un tel phénomène, une telle pratique dans un milieu éducatif. Il doit y avoir nécessairement des complices. Ah, forcément, ça a commencé par les étudiants qui sont les entremetteurs bien souvent. Mais encore une fois, je dis, excusez-moi, il faut relativiser. il faut relativiser. D'abord, ce n'est pas tous les enseignants. Et bien souvent, ces enseignants, ils sont connus à la fois de leurs collègues et à la fois des étudiants et des étudiantes. Et ils sont connus. Même, disons, ce que j'appellerais début de lutte du recteur actuel
n'est qu'une demi-lutte, c'est une lutte à moitié, parce qu'il n'interdit pas non plus la chose. Sans doute, il n'a même pas le pouvoir, n'est-ce pas, d'interdire la chose, parce que là, sans seul, c'est vrai, entre l'éducation et la vie privée de ces enseignants-là, et ces enseignants, il n'est pas le tuteur non plus des enseignants, d'accord? Mais en même temps, ces enseignants, je ne sais pas comment on pourrait... Tant que la pratique va toujours exister, que au lieu de le faire, parce que lui, il dit, n'allez pas profaner nos bureaux. Nous n'avons pas construit les bureaux pour ça. N'érigez pas cette réputation-là pour notre université. Mais après, les enseignants, comme ils le faisaient avant la construction de ces bureaux, ils vont continuer. Ils vont continuer, n'est-ce pas, de détourner ces filles-là. Ces filles qui, elles également, parce que c'est pas, n'est-ce pas, la fille de 10 ans qui est à l'université non plus. Bien souvent, c'est pas avec les mineurs. C'est vrai que à l'université, il a de plus en plus, oui, de toutes jeunes filles. D'accord? Mais bon, le problème, ce n'est même pas les parents qui défendent tout le reste. C'est d'abord, la première victime, c'est l'étudiante elle-même. Peut-être à son insu, en pure ignorance, elle est victime de cela parce que, oui, j'ai coutume de dire, étudiante en journalisme, puis demain tu es présentatrice de 20 heures. Et puis, le vieux, peut-être assis, s'il est un peu bavard, dit à son entourage, là, celle-là, voilà, j'ai ouvert sa jupe, ici, j'ai soulevé ceci, cela. C'est pas très beau. Ce n'est pas très honorable pour votre fonction, pour votre rôle que vous jouez aujourd'hui dans la société. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore mature, elle n'a pas encore l'âge de comprendre cela, ou elle veut régler un problème immédiat, celui de point aujourd'hui, et puis elle ne réfléchit pas, elle y va comme ça. Voilà, donc il a ces considérations. C'est une atteinte, non seulement à la jeune fille, mais également à l'intimité, je vais dire, de son mari, son futur mari, si vous voulez, qui ne connaît pas, mais bon, voilà. C'est une atteinte à sa dignité, tout simplement. Donc, bien souvent, on ne connaît pas, mais le professeur, l'enseignant, il est supposé, lui, connaître tout ça parce qu'il est plus âgé, il a plus d'expérience, il a l'autorité. Il ne devait pas utiliser cette position de force-là pour abuser de... Il est donc plus bas. Mais je dis encore, oui, mais je dis encore une fois, ils sont des hommes et ça peut arriver, malheureusement. Bon, donc, l'ériger en système, c'est ce qui est condamnable de mon point de vue. Parce que, encore une fois, je dis à l'université, on sait ceux qui font ça. On les connaît, on connaît même si personne ne vient en parler parce que bien souvent c'est des dieux, il ne faut pas rentrer dans leurs histoires, il vaut mieux vous allez terminer, les laisser avec leur victime. La première année. Voilà, donc bien sûr. Malheureusement c'est cela et peut-être que ce n'est que le début d'une révolution parce que cette lettre au courrier ne fait que poser le problème et en parler, sans ça on n'aurait pas eu cela comme sujet, on ne serait pas en train d'en parler ce soir. Peut-être que ça fera le chemin et il existerait un nouveau code de comportement entre enseignants et étudiants. Code de bonne conduite. Bien sûr. Halilatou Ndraman, qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer le phénomène? Moi, je pense que si on a envie sincèrement d'enrayer le phénomène, c'est qu'on institue en loi qu'à chaque prise de fonction ou que chaque enseignant s'engage. Et dès qu'on a soupçon de violation ou de harcèlement, qu'on interpelle. Si ça vient 1, 2, 3 fois qu'on radie, c'est vrai. Je me rappelle le 26 mars dernier, j'en discutais encore avec un enseignant à l'université de Parakou qui me racontait quelques déboires de jeunes filles, de jeunes étudiantes qui passent le voir pour peut-être lui demander d'intercéder auprès de ses collègues qui les harcèlent pour que cet harcèlement-là puisse cesser. Et quand on discutait, je lui ai demandé, mais attends, même quand moi j'étais encore à l'université, j'ai des camarades qui en parlaient. Aujourd'hui encore, on en parle. Et de plus en plus, souvent, j'entends plus, même quand les camarades m'en parlaient aussi, je leur demandais, allez voir tel professeur. Parce que je sais que lui, au moins, bon, quand vous allez le voir, il essaie de discuter avec ses collègues. Je ne sais pas comment il arrive à les convaincre, mais on remarque en tout cas que le professeur arrête ou diminue l'harcèlement.
Et me dit que ça ne peut pas aller au-delà de ça, puisque nous sommes tous engagés par la même personne, nous n'avons aucune responsabilité l'un sur l'autre, donc je ne peux pas aller, par exemple, comment je vais dire, les dénoncer quelque part, c'est leur vie privée. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut régler le problème au-delà des doctrines à l'université, même le harcèlement, même ce qui se passe dans les auberges et les chambres de passage avec les étudiantes, il faut qu'on prenne une décision et que les enseignants... Vous n'avez pas cité les voitures. Voilà, il y a autre... Ça également, ça existe, si vous voulez faire l'enquête, il faut connaître le problème. Donc voilà. Donc, vous avez de plus en plus de précisions sur la situation, le sujet. Il faut que désormais les enseignants soient contraints, après 2 ou 3 harcèlements de mise en garde, qu'on en arrive même à radier les enseignants. Est-ce que les étudiantes seront prêtes à dénoncer leurs enseignants? Mais pour dénoncer, il faut qu'on soit sûr que quand on dénonce, on aura un appui. Tu vas dénoncer à qui? Tu vas dénoncer au collègue qui est peut-être pire que celui et qui vont se faire du passe-passe parce que tu as dénoncé celui que tu accuses, il fait. Celui à qui tu vas parler, il fait, et puis tu deviens leur objet si tu oses dénoncer à une 3e personne. Lui-même, il va faire. Et puis finalement, tu vas devenir l'objet qu'on utilise à son gré. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui cause problème, oui, on dira peut-être qu'il y a également, je l'avais reconnu, des filles qui harcèlent. Et si aujourd'hui on dit, ah oui, qu'il faut arriver à radier l'enseignant, des filles pourraient en profiter pour accuser à tort les enseignants. Mais je pense que... On ne peut pas radier sans preuve. Voilà. Exactement, c'est ce que je veux dire. Si on met un système en place qui permet d'avoir des informations fiables et d'avoir un système qui répond véritablement, on peut pouvoir... Mais aujourd'hui, sincèrement, au-delà des champs, des doctrines, il faut que ça s'arrête dans les véhicules et dans tout ce que j'ai eu à citer. Nos enseignants sont censés nous donner l'exemple et il faut qu'ils soient l'exemple. Il faut qu'il soit l'exemple. Gabin Azoma, on a vu au niveau du secondaire, les professeurs n'ont surtout pas le droit de toucher leur apprenante. Je crois que c'est déjà une règle et quand vous tombez dans ce travers-là, et puis on vous applique simplement la loi, vous êtes radié. Et je crois que beaucoup ont fait les frais. Je crois que ça a été une décision ministérielle. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose du genre à l'université? Oui, mais c'est valable pour l'université parce que, vous savez, ces pratiques ont également là d'avoir des incidences négatives sur la performance des étudiantes et même dans leur vie active après, parce que lorsque un professeur abuse d'une étudiante de cette manière-là, ça peut la suivre après. Et donc, je pense que si dans les secondaires, on a réussi quand même à prendre des mesures qui, quand même, quelque peu amènent les enseignants de ce côté-là à pouvoir se ranger un tout petit peu, il faut quand même qu'on essaie de penser à la formule à l'université également pour que cela puisse cesser, parce que fondamentalement, quelqu'un qui va à l'université, la personne y va pour aller chercher la connaissance, mais pas pour être l'esclave sexuel d'un enseignant. Et donc, si entre l'enseignant et l'étudiante, ça discute et que ça passe, ben il n'y a pas de problème pour ça. Mais si on doit harceler et obtenir cela de force, je pense que ça pose un problème, ça décrédibilise d'abord l'enseignant lui-même et quelque part aussi ça pose le problème pour l'étudiante. Donc je pense que il doit y avoir quand même au niveau de l'université des décisions ou des codes de bonne conduite pour quand même... La responsabilité du ministère est engagée. Bien entendu, parce que on n'entre pas dans une corporation sans connaître quand même les règles qui la régissent. Il doit y avoir des règles pour dire que oui, en tant qu'enseignant universitaire que vous êtes, vous devez faire l'effort de vous passer, de vous écarter de ces genres de comportements qui n'en ont pas justement, qui ne vous qui portent atteinte à votre dignité, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et donc fondamentalement oui, c'est aux autorités justement, à commencer par le ministère de l'enseignement supérieur, de faire également le nettoyage, la purge, pour qu'effectivement on puisse quand même essayer de responsabiliser chaque enseignant pour qu'effectivement on ne puisse plus assister à ce genre de situations qui désormais se passent aussi dans les bureaux, comme on est en train de nous le dire là, parce que si effectivement le recteur qui signe cette décision avait la possibilité de vous citer énormément des noms, il allait pouvoir le faire. Il aurait certainement des noms. Donc, on lui aurait parlé. Oui, parce que ce qui est sûr, il doit avoir des informateurs. Même dans le rang des enseignants, il sait que des gens peuvent l'informer de la carrure, du comportement de chaque enseignant. Et donc, ils savent ce qui se passe, ils se connaissent. Et donc, c'est juste qu'on n'a pas envie de mettre les choses sur la place publique, de dénoncer, de pouvoir exposer. C'est pour ça qu'on ferme les yeux. Et les enseignants continuent, les étudiants subissent, et comme si de rien n'était.
Mais il va falloir qu'on mette un terme à ça un jour parce que un enseignant, ce n'est pas un dieu, comme certains se plaisent à le dire. On pense que l'enseignant c'est un dieu et quand il dit il faut le faire, si vous ne le faites pas, c'est que vous hypothéquez votre formation universitaire et la suite là c'est fini. Pour véritablement éradiquer le phénomène de nos universités, il faut également parler aux étudiantes. Oui, c'est normal parce que déjà l'étudiante qui parfois vient à l'université et qui ne prend pas le soin de s'occuper de ce qui l'amène à l'université, qui passe le temps à flâner, à faire ce qui n'est pas recommandé et qui après réalise que bon, mais ça ne marchera pas parce que la moyenne, on n'a pas mis l'effort nécessaire qu'il faut et donc finalement on fait le couloir et quand l'enseignant voit ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Je pense, je suis désolée Gabin, mais il y a des étudiants qu'il y a des enseignants qui se respectent et l'étudiante est consciente que même si je vais tourner mes fesses, je vais lui faire des yeux doux ou porter quelle tenue, que ça ne marchera pas. Ça va cesser, je vous assure, ça va cesser. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignants encore qui le font encore de plus en plus, que les étudiantes, mes soeurs, vous m'excuser, des jeunes filles qui ne savent pas ce pourquoi elles sont à l'école, qui ne s'occupent pas de leurs études et qui pensent que oui, parce que l'enseignant est favorable au CUS, on peut lui offrir ses CUS et avoir des notes. Je pense que si les enseignants l'interdisent, il n'y aura pas de jeunes filles qui penseraient à ça, encore moins, qui prendraient la décision d'aller le faire. Les enseignants, Vigile Arancet, je crois que vous l'avez dit à demi-mot tout à l'heure, sont également sous l'effet de la tentation. Donc, ça peut se comprendre que des enseignants à ce niveau-là, quand même, veulent vouloir naturellement de leur peut-être étudiante, c'est à eux de se contrôler. Vous l'avez également dit tout à l'heure, quelle est finalement la thérapie adéquate pour éradiquer le phénomène? C'est en cela que le mot éradiquer que vous utilisiez, je n'étais pas sûr que ce soit le mot approprié parce qu'on ne pourrait jamais éradiquer ça, je ne pense pas. C'est pas parce qu'on a construit des commissariats, des gendarmeries ou les ex-gendarmeries qui n'auraient plus de voleurs, qui n'auraient plus de divorcés sociaux. Il en aura toujours. Il faut d'abord, de mon point de vue, vraiment étudier le phénomène, savoir les profils d'enseignants qui s'y livrent. Et en parlant de profil, il n'y a pas de profil type de mon point de vue. J'ai entendu quelques récents témoignages, pour ne pas parler de plaintes, des professeurs d'université. Oui, ce sont des professeurs aussi, des doyens à nous, par exemple, qui ont fait l'OETB, qui ont terminé, qui harcèlent, ont fini de harceler la fille pendant qu'elle était étudiante en journalisme, mais aujourd'hui, plutôt dans un organe ou dans des organes, continuent. Et ces enseignants, s'il vous plaît, c'est quand même des gens respectables de la profession, qui le font et qui le font si maladroitement que moi, si je devais m'y mettre, je vais le faire plus élégamment et beaucoup plus élégamment, quoi. Non, c'est réel. Ils peuvent prendre le conseil chez vous. Non, je n'ai pas de conseil à leur donner. Ils ne peuvent même pas savoir que tu sais. Bon, mais voilà. Donc, ça n'a pas de profil type, mais il faut étudier ça. Il faut étudier, il faut savoir comment ça fonctionne. Les étudiants qui, vous l'avez déjà dit, ne sont pas non plus hors de cause, qui provoquent. Moi, je me rappelle d'un professeur qui disait ça. Voilà. Et celui-là, vous le connaissez pourtant. Voilà. C'est ça. Donc, des étudiants qui également savent que ça existe, que c'est comme ça que ça fonctionne et qui font dans ce jeu-là, allument elles-mêmes les enseignants qui y vont comme ça. Je crois que oui, on peut prendre des mesures. Et ce n'est pas des mesures comme on voit là avec le recteur. Moi, je ne pense pas que... Pour vous, la note du recteur ne servirait à rien. Ça peut servir à faire peur. À certains enseignants. Je ne sais pas jusqu'où il est capable de sévir. Quel type de sanction il peut appliquer à ces enseignants, je ne sais pas. Mais si ça venait, par exemple, du ministère, avec, comme Hailat l'a dit, avec possibilité et menace de radiation, je crois que entre le pain et le plaisir, les enseignants vont tourner la tête par 2 fois avant de faire le choix. C'est ce que je pense qu'il faut faire. Si ce n'était pas possible au collège, encore que au secondaire, on sait que la loi existe, mais ce n'est pas que ça fonctionne à 100%. C'est pourquoi je vous parlais d'éradication, ça, ce n'est pas possible. Même au collège, ça se passe. Au collège, il faut d'abord dénoncer. Et quand vous dénoncez, je crois que
on applique oui, la il loi. faut dénoncer, il faut avoir les preuves, comme on le disait tantôt. Savez-vous que même au cours primaire, ça se passe? Ça se passe même au cours primaire. Tout à fait. Et regardez l'âge d'une Des écolière, des enfants. Là, bon, c'est vrai, on peut dire que c'est pathologique, C'est ou je vraiment, sais pas. vraiment. Mais c'est d'abord humain. Vous voyez? C'est pas du tout encouragé, mais c'est d'abord humain. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut étudier le phénomène. Dans d'autres pays, on est allé jusqu'à proposer de castrer des enseignants. Je crois que c'est la dénorme, comme dirait aussi l'autre mot. Voilà, mais bon, pas... voilà. Mais on peut quand même, en réfléchissant au phénomène, en y faisant véritablement face, on peut trouver des solutions. Voilà la situation, Khalilatou Draman. Qu'est-ce qu'il faut dire à présent pour vraiment... Parce que, vous savez, il y a des étudiants, nous parlons de la désacralisation des lieux éducatifs. Alors, il y a même des étudiants qui, entre eux, étudiants et étudiantes, dans les amphis, les amphithéâtres, ils s'adonnent à de telles pratiques. Vous voyez, si on suppose que l'étudiant doit être à l'image de son maître ou surpasser son maître, on peut comprendre cette pratique-là des étudiants. Si ceux qui sont censés vous donner les bonnes pratiques, ceux qui sont censés vous enseigner des bonnes pratiques et qui sont censés être des exemples de ce qu'ils vous enseignent, font ça, je ne justifie pas le comportement de ces étudiants, mais je suppose que si les enseignants le font, ça veut dire que pour autant, ils ne sont pas condamnables, même si c'est le cas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut donner des outils de répression, qu'il y ait des tests qui autorisent même entre collègues enseignants de pouvoir dénoncer avec des preuves. Aujourd'hui, comme l'a dit mon enseignant, ils sont sur le même pied d'égalité. Il va dénoncer son collègue au nom de quoi? Il respecte la vie privée de son collègue et donc je pense que s'il y a des textes qui le permettent, l'enseignant pourrait dénoncer l'autre parce qu'au-delà de tout, c'est l'image de la corporation qui est ternie. Celui qui ne le fait pas, une fois on dit que c'est une tomate pourrie qui pourrit tout le panier. Et donc c'est le cas ici. Quand on ne le fait pas, on se sent frustré, mal à l'aise de venir devant des étudiants qui vous prêtent, des étudiantes et des étudiants qui vous prêtent des intentions, alors que vous ne le faites pas, parce que vos collègues le font, et que ceux qui le font sont plus nombreux que ceux qui ne le font pas. Et donc je pense aujourd'hui, il est nécessaire qu'on donne autant d'outils aux enseignants qu'aux étudiantes qui, lorsqu'elles dénoncent avec des preuves, puissent être appuyées, que les enseignants cessent d'utiliser les doctrines comme des chambres ou des hôtels ou des motels, parce que quand ils ne les avaient pas, je suis sûre qu'en son temps, ils se sont plaints de ne pas avoir des conditions appropriées pour donner des cours. Aujourd'hui qu'ils l'ont, qu'est-ce qu'ils en font? Tant que vous ne tenez pas ce que vous avez maintenant, de façon appropriée et serviable, utile, vous n'aurez pas plus. Et je suis sûre qu'il y a encore des enseignants qui ont besoin de doctrine parce que ceux-là n'utilisent pas bien. Je ne crois pas que dans la logique... On puisse continuer à construire. Exactement. Il faut changer de comportement. Il faut que pour tous, l'objectif soit l'éducation de nos enfants. Le recteur a pris une décision à l'encontre des enseignants, de ses collègues. Est-ce qu'il ne faut pas prendre également une décision pour les étudiants qui utilisent à d'autres fins les cabines des étudiants? Oui, mais ça doit être valable pour tout le monde parce que qu'on soit étudiant ou enseignant, on doit se mettre à l'idée que le milieu universitaire, c'est un milieu qu'il faut respecter, c'est un milieu sacré, comme on peut le dire. Et donc, prendre également une mesure à l'encontre de ces étudiants-là, oui, ça c'est normal. Et je pense que ça doit venir d'ailleurs même du Centre des œuvres universitaires et sociales, le COUS, qui quand même octroie ses résidences aux étudiants à l'université. Et donc, là-dessus, on ne devait casser. Oui, je suis d'accord qu'on le fasse parce que même si le phénomène ne va pas disparaître pour autant, mais il faut quand même faire en sorte qu'on ait une sorte de régression considérable pour que, effectivement, ceux qui ne le faisaient pas ne soient corrompus par les personnes qui sont passées mettre dans l'art. C'est ça. Alors, Vigile Awassé, nous allons... Non, si vous permettez, une mesure à l'encontre des étudiants, je ne suis pas du tout d'accord. Les cabines sont comme votre domicile privé. Vous y amenez qui vous voulez. Vous pouvez être étudiant et avoir une femme au village. Oui, il parlait tantôt d'amphithéâtre.
vous savez, parlez d'amphithéâtre. J'ai parlé des amphithéâtres, mais j'ai parlé également des cabines. Des cabines. Voilà. Mais les dortoirs, c'est pour y dormir, et si vous pouvez faire autre chose en éveil, c'est votre dortoir, c'est votre milieu intime d'abord. Donc si ce n'est pas efficace de dire que on va commencer par vous encouragez également les étudiantes qui mais qu'est-ce que vous voulez les grottos à l'université pour non, ça c'est autre phénomène. Que les étudiants louent également les cabines. Mais il y a toutes les activités sur le campus. Il y a toutes sortes d'activités sur le campus. Ça, je crois que c'est un autre phénomène. C'est un autre phénomène, un autre sujet dont on pourrait parler un autre jour si vous voulez. Mais un étudiant, écoutez, si l'étudiant il avait loué au village, comme on dit à l'université, s'il était dans les villages alentours et que tout le temps il amène de femmes d'étudiants, ça n'allait pas régir ça. C'est sa vie privée. C'est pareil ici. Mais ici, l'enseignant, c'est l'autorité morale. C'est le pouvoir sur l'étudiante et c'est ce pouvoir qu'il utilise pour gâcher l'avenir de ces innocentes. Et je pense que si lui-même n'est pas assez autonome pour savoir que ça c'est le mal, que c'est lâche à la limite, mais oui, la loi peut venir le contraindre pour sauver ces âmes innocentes qui ne savent pas, comme dirait Jésus sur la croix, qui ne savent pas ce qu'ils font. Pardon, demain, vendredi. Ce vendredi 3 mai, c'est la journée internationale de la presse. Un message à tous les confrères ou à tous ceux qui sont actuellement à l'écoute. Nous le savons tous, de plus en plus, nous le fustigeons, l'état de notre liberté de presse. Aujourd'hui, nous journalistes, nous sommes devenus des ennemis de la gouvernance. À chaque régime, son lot quotidien. Entre nous journalistes, nous nous faisons la guerre pour des miettes qu'on a aujourd'hui. On est capable de vendre son collègue. On est capable d'oublier la déontologie et l'éthique, même pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Parce que dans la pratique au quotidien, on côtoie notre code de déontologie et d'éthique. Et donc, on est censé le connaître. Mais aujourd'hui, c'est regrettable de voir des confrères, de nous voir se substituer en homme politique. On dit gaillardement parce qu'on a faim et qu'on est journaliste d'opposition ou qu'on est journaliste de mouvement. Je pense que le journalisme a toujours été un métier noble. Cette journée est consacrée pour que nous puissions réfléchir sur notre condition d'exercice. Et si chaque fois on doit revenir faire des discours, ça n'en vaut pas la peine, puisque nous venons de voir il y a quelques jours, on a été déclassé avec ces événements qui se déroulent encore au Bénin, avec le traitement que les journalistes en feront, qui sait si le Bénin ne sera pas... Donc je nous invite tous au professionnalisme et au professionnalisme. Gabin Azaman. Oui, je pense que ce 3 mai doit permettre à tous les acteurs de la presse, à tous les différents paliers de réfléchir. Je parle des journalistes, des associations de presse, de réfléchir à comment on fait pour que la coopération puisse renaître de ses cendres, pour que nous puissions remonter dans le classement, parce que le dernier classement n'est pas favorable au Bénin avec des pays qui nous ont dépassés. Il va falloir réfléchir à ce qui est faisable pour que nous puissions sortir du ventre mou, comme on dit, parce que si les journalistes réfléchissent à la chose, je pense que c'est à eux de faire en sorte que les politiques, les gouvernants qui, eux, ont là d'embrigader la presse, puissent quand même savoir que désormais les gens sont debout et qu'ils veulent justement jouir de leur liberté pour pouvoir mieux s'exprimer, faire le métier qui est le leur. Et donc, si la presse doit renaître, ça ne dépendra que des journalistes, ça ne dépendra que des associations de presse. Et si rien ne se fait par ces personnes, eh bien, on va toujours continuer à avoir une presse qui sera maîtrisée et embrigadée justement par ceux qui nous dirigent et qui n'ont d'esprit ou Dieu que pour ça. Vigile Avancé, pour vous terminer, je sais que nous allons revenir sur la question. Bien sûr. Et puisque nous allons revenir sur la question, j'ai peu à dire pour dire que je ne sais pas s'il faut m'adresser au bon Dieu. Je sais que ce n'est pas vraiment l'efficace, hein, même s'il est capable de... Dieu est très efficace. Non, je ne veux pas dire le contraire. Mais quand on peut régler à notre niveau, je crois que c'est plus efficace. Mais là, je ne trouve pas le bout. Vous savez, nous-mêmes, on n'a pas encore conscience de notre pouvoir, du pouvoir de journaliste, n'est-ce pas? Et comme les populations qui peuvent, avec 200 francs, avec ceci, cela, vendre leur pouvoir d'électeur, vendre leur suffrage. Les journalistes, je ne dis pas qu'on vend, mais on se vend à très peu. Vous voyez, donc
Très moins cher. Oui, très moins cher. Et puis, malheureusement, on en est encore là. Et si on avait vraiment conscience de cela, il n'y a pas politique qui tienne devant nous. Merci beaucoup à vous, Vigile Avancé. Merci à vous, Khalilatou Draman, même si vous avez utilisé des mots forts ce soir. Merci également à Gabin Azoman. Merci à tous ceux-là qui ont suivi cette émission. Nous vous donnons encore rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.